Après, je comprends les Américains dans cette logique parce qu'ils reviennent de loin. Ils sont comme nous, les Américains. Ils reviennent de loin en ce qui concerne la structuration de l'endurance entre le Grand Am d'un côté, la LMS de l'autre. Cadillac était dans le rythme. Peut-être que finalement, ils seront favoris pour la pole position 24 heures du Mans, Cadillac. Non, j'allais j'allais faire un petit clin d'œil à notre passé. Tu sais, c'est comme me dire que José María Lopez a gagné les 24 heures du Mans. Ah oui, J'ai du mal à me l'intégrer. Alors que si, il a réussi à les gagner à un il l'a moment. fait. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer toutes les semaines en compagnie de mon acolyte, rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous. 17e numéro aujourd'hui. On va s'intéresser, on l'a dit la semaine dernière, à l'IMSA. On fait un petit tour sur le début de saison, un retour même, sur le début de saison 2024. On se remet les idées au clair évidemment. On essaie de ressentir ce qui s'est passé, parce qu'il y a déjà eu 4 manches d'effectuer, et on va se projeter aussi sur l'épreuve de Détroit qui revient dès ce week-end. Ce sera la 5e manche, donc on a hâte que cela puisse se dérouler dans les rues de Detroit, évidemment. Ça va être intéressant pour les marques donc dans le bassin de cette épreuve. La semaine prochaine d'ailleurs, on compte sur vous pour écouter, pour partager notre épisode qui viendra décortiquer, oui, la liste des engagés. Et on va peut-être même se risquer à des pronostics. Tu m'as dit la semaine dernière que tu voulais pronostiquer. Ah bah je te confirme, ouais, je te confirme, voilà. carrément, je suis chaud. Bah moi aussi, ça va. Alors, dans cet épisode, comme dans tous les épisodes, évidemment, c'est une habitude maintenant, on va donner des chiffres, des petites infos, on va essayer de faire mieux connaître le monde de l'endurance américain, en l'occurrence, qui nous fait vibrer parce que les courses, elles sont vraiment fantastiques. Déjà d'entrée, Geoffroy, les courses sont mythiques. Il y a 2 épreuves qui sont connues mondialement, qui débutent la saison d'IMSA. On a 11 épreuves en tout, et on commence par les 2 prestigieuses à chaque fois. Qu'est-ce que t'en penses là, les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring? Ça lance la saison 2024, ça ouvre l'IMSA de façon incroyable. Mais par contre, après, je trouve qu'il y a un petit soufflet qui retombe, parce que ensuite on se retrouve avec peu de catégories et pas forcément la même liste des engagés. C'est bizarre, non? Bah je t'avoue que moi c'est en fait ma consommation de l'IMSA, Daytona j'en loupe généralement pas une miette, Sebring j'essaye mais c'est un peu plus compliqué, mais bon en tout cas Daytona et Sebring je suis quand même très assidu. J'aime bien aussi Ouais. Long Beach parce que c'est une tradition, j'ai l'impression que souvent il y a Long Beach, il y avait Saint-Pétersbourg aussi à une époque. Euh, Tu vois, de ce côté course plus courte, mais qui Ouais. suit vraiment ce début de saison, machin. Après, en général, je décroche. et je Mais c'est reviens, ça. et je reviens en octobre, quand il y a Petit Le Mans. Et puis, il y a peut-être à une époque, il y avait un Road America, peut-être qui était fin août, ou tu vois. Et donc, voilà. Je raccroche en fin de saison. Entre les deux, je t'avoue. Alors, je sais tout le bien de l'IMSA. Je sais que c'est un championnat qui est très intéressant. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur championnat d'endurance, comme j'entends souvent sur des réseaux. Mais c'est un championnat très très relevé. Pour moi, c'est pas de la vraie endurance. Sortie des courses longues que sont Daytona, Sebring, Petit Le Mans et Watkins Glen, pour moi, c'est pas vraiment de l'endurance. On est plus sur un format SRO, tu vois, mi-distance. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il est assez déséquilibré ce calendrier. Après, il y a quand même des épreuves qui deviennent emblématiques. Laguna Seca, c'est quand même un truc aussi qui est au calendrier depuis longtemps. Moshport, j'aime beaucoup. Enfin, Indianapolis, je sais qu'ils ont envie, à mon avis, aussi de l'inscrire dans le temps. Bien sûr. Je pense il va se structurer. Après, ils ont enlevé aussi quelques trucs. Je crois que c'était Lime Rock que tu m'avais dit Ouais. en off avant que Lime Rock dégageait, alors que Lime Rock j'adore. Il est un peu déséquilibré ce calendrier, ouais, c'est vrai. Pour toi, t'arrives à être tenu en haleine toute la saison ou... Non, moi je vais dire que je suis vraiment les courses les plus longues de la Michelin Endurance Cup, parce qu'on a Michelin en fait qui équipe toutes les voitures de cette catégorie IMSA, hein, de toutes les catégories d'ailleurs, hein, que ce soit les voitures de GTP, donc l'équivalent des hypercars, les LMP2 qui sont encore là évidemment, et puis les GTD, l'équivalent des LM GT3, GTD Pro et GTD. Il y a encore cette distinction aux États-Unis entre les pros et les pilotes Pro-Am. Mais moi, je suis effectivement Daytona Sebring, je les commente ces courses, donc évidemment que je les suis. Ensuite, je lâche un peu parce que c'est le début de saison en Europe avec le LMS, avec le WEC, etc. Et puis je reviens moi quand même pour Watkins Glen,
Alors soit je commande pas, mais en tout cas c'est sur Automoto la chaîne et donc je suis Watkins Glen les 6 heures quand même, ça reste un événement, ça fait partie de cette Michelin Endurance Cup. Et puis là cette année, bah, je vais regarder aussi certainement Indianapolis, hein, fin septembre. Il y a 6 heures de course à Indianapolis, c'est une nouveauté, ça faisait 2h40 précédemment et donc elle fait partie de cette Endurance Cup désormais, tout Ok. comme d'ailleurs Petit Le Mans où toi tu reviens évidemment en fin de saison en octobre, ça sera le 12 octobre pour la finale. Mais voilà, moi je suis comme toi, je suis partagé. On commence avec un excellent spectacle avec les 24 heures de Daytona. En plus, c'est fin janvier, donc les gens sont globalement assez impatients. Et puis ensuite, bah ouais, on a des courses d'1h40, de 2h40, c'est un petit peu moins impliquant. Et puis on a des équipages à 2 pilotes seulement aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de turnover, je trouve, dans les pilotes. Donc, bon, c'est un choix, hein, évidemment, de la part de l'IMSA, mais c'est peut-être un petit peu regrettable, entre guillemets. Donc, Lime Rock, effectivement, n'est plus au calendrier. Watkins Glen a été quand même avancé d'une semaine parce que je trouve que c'est intelligent de la part des Américains. Ils savent être assez conscients de ce qui se passe autour pour ne pas avoir de clash avec le centenaire des 24 heures de Spa. Watkins Glen a été avancé d'une semaine. Bah, bravo à eux parce que tous les championnats n'auraient peut-être pas forcément fait ça. Ok. Non, bah, oui, oui, ils ont une gestion de leur calendrier où ils arrivent à s'adapter. Après, l'autre truc, comme tu dis, tu l'as bien expliqué, qui moi, peut-être fait que j'ai un peu de mal à suivre toute la saison. Donc, comme je disais, pour moi, c'est un des meilleurs championnats de multicatégorie. Et je dirais Oui, pas que c'est le meilleur championnat d'endurance. De ce bah côté-là, je c'est dirais pas quand même vraiment. plus Tu sur le sais, WEC, tu vois. en fait, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé en WEC à Spa. En gros, l'IMSA, il y a toujours des relances, il y a toujours Ouais. Ouais, mais ça des me dérange safety pas. cars. Bah Non, oui, mais du coup, c'est pas vraiment de l'endurance, au final. alors ça, je suis d'accord. Bah, sauf quand on décale l'épreuve et qu'on fait quand même les heures qui étaient prévues. Mais non, mais ce que j'allais dire, c'est que moi, ce qui me dérange le plus, autant les formats de 1h40, 2h40, c'est bien, mais c'est pas de l'endurance. Mais ce qui m'embête, c'est que t'as pas toujours tout le monde. Et en fait, c'est compliqué à suivre. Déjà que l'endurance, c'est pas simple. C'est pas Oui. simple. Mais alors, si en plus là, en fait, finalement, dans la saison, tu as que les 5 courses qui sont les courses longues, où Non, tu as... 6. T'en as 6. Ah, il y a T'as 6, il y a parlé de Road Road America America? aussi. Ouais, il y a Road Ouais. America, pardon. Mais ouais, t'as 6 courses sur 11 où tu as tout le plateau. Et sinon, bah, c'est du sélectif, quoi. Et c'est même du sélectif par le bas, je dis comme ça, c'est pas méchant, mais où t'as même des manches, enfin une manche en l'occurrence au Virginia International Raceway, où t'as que des GT. Après, je comprends, vu le tracé, faut mieux pas mixer prototype Oui, et GT. d'accord. Mais Mais tu bon, vois, c'est du coup, tu bizarre, te quoi. retrouves avec un championnat typé GT3, alors qu'en fait, tu parles de l'IMSA et normalement, dans l'esprit des gens, ce sont des GTP, enfin des protos. Donc, j'imagine celui qui connaît moyennement et qui veut regarder l'épreuve de Voilà, Virginia, il se dit, mais ils sont où les Bourdais, Van der Zandt exactement. et tous les autres? Après, je comprends les Américains dans cette logique parce qu'ils reviennent de loin. Ils sont comme nous, les Américains. Ils reviennent de loin en ce qui concerne la structuration de l'endurance entre le Grand Am d'un côté, la LMS de l'autre. Ils ont réussi, ça fait 10 ans maintenant, ça, c'est vrai, c'est ça, ça fait 10 ans. En 2014, ils ont réussi à structurer un championnat, le United Sports Car Eh oui, Championship. eh Mais ben du pas mal. coup, United Sports voilà. Car Championship, c'est pas mal. Uni, le championnat Sports Car uni. C'était bien le Oui, titre. et voilà, et surtout, je pense qu'ils n'ont pas envie de se dire, parce qu'ils auraient quand même presque la capacité de lancer un championnat GT à part, tu vois. Mais ça serait foutre un coup de canif sur tout ce qu'ils ont fait depuis des années. Donc, parfois, on en arrive à rouler au VIR avec que des GT, Oui. ce qui Alors, est fait cela bizarre dit, dans le calendrier, mais bon. c'est pas inintéressant. J'ai quand même commenté des courses comme ça, à Lime Rock notamment, et Oui. c'est pas inintéressant. Ça reste une course Ah bah non. de GT. Après, tu as aussi des épreuves où tu as les GTP et les GTD. T'as pas de GTD Pro, par exemple, t'as pas d'LMP2. Moi, je me faisais la réflexion, tu vois, et je t'en parlais tout à l'heure. Les LMP2 ne sont pas présentes entre Sebring et Watkins Glen. C'est-à-dire que si t'as pas le LMS ou Mhm. si t'as pas d'autres championnats bah, qui engagent des LMP2, d'ailleurs, si t'as pas le LMS, en fait, t'as que le LMS et puis les 24 heures du Mans qui engagent 16 LMP2, mais sinon, bah, tu peux pas rouler. En fait, entre l'épreuve de mars de Sebring et Watkins Glen en juin, tu n'as pas d'entraînement LMP2, quoi. Pas de course. Bon, après, les LMP2 qui roulent en IMSA, il y en a peu qui se retrouvent aux 24 heures du Mans. Donc, il n'y a pas... Enfin, C'est vrai. oui, c'est un déficit de préparation, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Non, c'est Mais vrai. bon. C'est vrai. Et non, non, par contre, ce que je voulais dire, c'est que bah, c'est dommage quand même quand tu as une saison où tu roules peu, enfin, tu as une interruption de quand Oui, même de longues semaines, quoi. c'est vrai. Non, mais carrément, après, voilà,
Tu l'as dit quand même, enfin, moi j'aime bien quand les championnats arrivent à avoir des calendriers qui sont coordonnés et quand on évite des clashs. Oui, Et puis, enfin, voilà, parce qu'il y a pas mal de pilotes, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas du tout travaillé ça, mais il y a pas mal de pilotes qui ont quand même d'autres programmes, que bien ce sûr. soit entre l'IMSA plus l'IndyCar à côté, IMSA plus une série obscure non mais parce que il y a aussi les courses de support en IMSA, le Bien prototype sûr. light, tout ça. Donc il y a des gentlemen qui font les deux, hein. Exactement comme en ELMS, il y a des pilotes, j'imagine, qui font le LMS et la Michelin Le Mans Cup. Donc voilà, il y a toujours cette dualité, donc il faut avoir des calendriers qui sont coordonnés. Et puis il y a aussi des pilotes qui ont des programmes IMSA plus WEC, donc ça veut dire que là, tu prends carrément l'avion. Enfin, c'est bien, s'ils arrivent à structurer un calendrier avec peu de changements, c'est pas mal. Ouais, Voilà. alors moi j'avais noté environ 50 voitures à chaque fois à engager, alors plus ou moins hein, évidemment, selon les courses longues comme Daytona, selon les Mhm. courses un peu plus courtes. 4 catégories donc on l'a dit. En gros sur l'année il y a 10 GTP, il y en avait même 11 à Sebring avec l'apport de la Lamborghini, qu'on retrouvera d'ailleurs avec un autre numéro mais aux 24 heures du Mans. Des LMP2 donc elles sont au nombre de 13, on a généralement une dizaine de GTD Pro, 13 en l'occurrence à Daytona, 15 GTD, il y en avait 23 à Daytona, mais voilà, en fait, il y a quand même une vraie densité, moi je trouve, ça c'est quand même vraiment bien. Par Mhm. contre, il n'y a plus d'LMP3, alors qu'il y en avait jusque-là. Donc on a enlevé cette catégorie supplémentaire. Ça faisait pas mal de drapeaux jaunes d'ailleurs pendant les courses. Donc c'est revenu à un esprit plus simple, entre guillemets. Et moi je voulais t'interroger quand même sur ce lien entre les US et Le Mans, parce qu'on a de plus en plus de convergence. On a parlé dans des épisodes précédents entre l'hypercar qui rejoint donc le LMH, la catégorisation ou en tout cas la spécificité plutôt européenne, et puis le LMDH qui lui reprend des spécificités qu'on connaît bien, hein, le châssis globalement LMP2, et puis on ajoute quelques éléments. Le lien entre les US et Le Mans, c'est quand même assez intéressant. On avait l'américaine Le Mans Series, hein, créée par Panos en 99. C'est toujours pourvoyeur de grands talents, moi je trouve, les États-Unis, et c'est pas de nouveau avec les 24 heures du Mans notamment. En fait, ouais, le Mans a toujours été un terrain de choix pour les Anglais, pour les Allemands aussi, pour les Italiens, parce que la proximité, quoi. Le Mans a souvent été au mois de juin la première ville anglaise, quoi, ou aussi il y a quelques années la première ville danoise, parce qu'il y avait beaucoup de Oui, fans de Tom Christensen qui venaient. Pour les Américains, c'est vrai que c'est un poil plus compliqué du fait de la distance, mais ça s'est ouvert après la Seconde Guerre mondiale en fait. oui. C'est la période où Le Mans a vraiment twisté d'ailleurs en étant un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs, une épreuve franco-anglaise et beaucoup plus une épreuve internationale. T'as eu l'arrivée du Nart, l'équipe Ferrari, la victoire de Luigi Chinetti. Enfin voilà, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Et puis il y a toujours eu une catégorie, enfin souvent eu une catégorie IMSA également Mhm. aux 24 heures. Donc c'est vrai que ces catégories historiques, quand on les nomme GTP, là, cette catégorie proto ici en IMSA, moi je trouve que ça rappelle des souvenirs parce que ces trois lettres, bah, elles étaient également présentes aux 24 heures du Mans. Ouais, et puis après, t'as aussi eu tu sais, les pilotes, ça compte beaucoup. Je parlais de Tom Christensen à l'instant, qui est sans doute le meilleur ambassadeur que tu puisses imaginer pour les 24 heures du Mans au Danemark. Je pense qu'il y a plein de gens au Danemark qui connaissent le Mans grâce à Tom Christensen. Il n'aurait Mm. pas gagné cette course, ça aurait pas cette aura. Aux États-Unis, je pense on doit aussi une fière chandelle, à mon avis, à Phil Hill, à Carroll Shelby. Euh, Tu vois, enfin, quand tu parcours la liste des noms de pilotes américains, il y a Maston Edge Gregory, Foyt. enfin, voilà, Dan Gurney, enfin, tu vois, des gens comme ça qui ont apporté beaucoup, je pense, à la notoriété des 24 heures du Mans dans leur pays. Donc, les liens pour moi, ils sont vraiment là à trouver. Et puis, après, voilà, là, c'est un épisode dédié qu'on pourrait faire sur l'historique des Américains au Mans, mais Ah bah tiens, c'est une bonne il y a idée. plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs à mon avis. Il y a déjà, il y a on va dire comment on pourrait découper ça. Il y a les engagements officiels. Je pense notamment à Ford. On en a parlé dans Oui. l'épisode sur les GT, où t'as les Ford GT40 milieu des années 60 qui ont commencé à débarquer. Et là, c'est vraiment voilà, la grosse compagnie, le gros constructeur qui débarque au Mans et qui veut gagner. T'as aussi des initiatives moins connues. Je pense à Briggs Cunningham, par exemple, qui préparait des Corvettes, qui a longtemps été un préparateur de l'ombre, qui harnait des voitures américaines pour essayer de briller aux 24 heures du Mans.
mais qui n'avait pas le support officiel d'un constructeur, donc voilà, qui faisait ça dans son coin. Et puis aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus structuré depuis maintenant, ça fait 25 ans, 24 ans, qu'on a des Corvettes au Mans, quasiment sans interruption. Il y a juste eu 2020 où il y a eu une interruption. Mais voilà, maintenant, il y a une présence un peu plus continue, on va dire, d'intérêt américain et de pilotes américains en 24 heures du Mans, d'ailleurs. Oui, et ben tiens, je fais la transition parce que la semaine prochaine, eh ben, on aura effectivement la liste des engagés. En tout cas, on va la décortiquer. Alors, on a fait le choix d'attendre un petit peu plus, hein, on n'a pas attendu dès qu'elle soit sortie. Moi, j'avais plutôt envie, c'est moi qui ai poussé pour ça, d'avoir un peu plus de recul. Et comme on sait qu'il y a quelques changements aussi sur la liste, bah voilà. Mais il y aura pas la Porsche de Christian Ried en plus, c'est la 963. Il a confirmé qu'il Non. mettait bien sa Ford Mustang. Je comprends pas. Il la pilotera pas, mais bon. Oui, mais moi, ce qui m'empêchait de croire que cette Ford soit engagée, c'est que je voyais Christian Ried sur le nom des engagés. Bon, lui, il avait dit qu'il prenait sa retraite, donc je me disais, oh bah non, ils vont faire un coup où ils vont mettre leur Porsche hypercar. Bon, non, on aura bien 23 hypercars au 24 heures du Mans, mais on aura surtout 3 protos qui viennent de la catégorie GTP, donc en IMSA, avec la Cadillac qui porte le numéro 01 aux États-Unis, mais qui aura le numéro 3, si je dis pas de 3. bêtises. C'est ça. Il y a La jaune. la Porsche Ouais. numéro 4 qui a le numéro 6 aux États-Unis et la Lamborghini numéro 63 qui aura le numéro 19 en Europe. Donc voilà pour ces 3 protos. On a également Incroyable. 2 LMP2 qui viennent globalement, historiquement, j'allais dire, de l'IMSA. Alors, il y en a une qui vient directement de l'IMSA, c'est avec CrowdStrike APR, donc c'est Georges Kurtz qui a été invité en tant que vainqueur du meilleur pilote bronze en LMP2, le Jim Truman Bronze Cup. Donc ça, c'est une invitation officielle, ça prouve les liens entre les US et Le Mans. Et puis AO by TF, moi je trouve aussi, qui roulait donc avec ses couleurs un petit peu spécifiques, la voiture violette là, que l'on retrouvait aux États-Unis, avec PJ Hayet notamment, qui sera là. Donc ça prouve encore une fois le lien. L'apport de l'IMSA est important pour les 24 heures du Mans. Peut-être pas aussi important que ce qu'on aurait pu imaginer, mais on a quand même 3 GTP, 2 LMP2 et puis 3 LMGT3 si on tire un peu par les cheveux, entre guillemets. On parlait de Proton. Bah oui, Proton est engagé aussi aux États-Unis. Earth of Racing, qui est l'équipe officielle, on va dire, Aston Martin. Et puis Inception Racing, qui, comme pour la Jim Truman Bronze Cup, bah là c'est le Bob Atkin Bronze Cup, le vainqueur de cette catégorie, donc en tout cas le meilleur bronze en GTD. Lui est invité en LMGT3 et c'est la McLaren de Brendan Iribe du Inception Racing. On dirait des noms de trophées d'un Gran Turismo, ce que tu viens de citer. Mais alors, ouais, C'est alors vrai. je fais un peu de numérologie. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, mais qui s'en foutent. Mais moi, je trouve ça marrant. Comme tu le disais, et tu l'as très bien fait, hein, les numéros qui sont différents. Et c'est marrant, les 3 équipes qui viennent des États-Unis rouleront toutes les 3 au Mans en GTP, en hypercar, pardon. Oh, ça y est. Les 3 voitures qui sont en GTP et qui sont des LMDH et qui rouleront en hypercar aux 24 heures du Mans, rouleront avec des numéros différents. Et donc en fait, la Cadillac, donc comme tu dis, c'est la 01 aux États-Unis, la jaune, elle va prendre le 3 ici. Pourquoi ? Parce que elle peut pas prendre le 1, parce qu'en fait, le numéro 1 est réservé à la voiture à l'équipe qui gagne les 24 heures du Mans l'année précédente. En l'occurrence, c'est Ferrari qui a gagné. Donc ils auraient pu prendre le 1, par exemple faire 1 et 50, ou 1 et 51. Mais ils ont décidé de rester avec les numéros qu'ils avaient l'année dernière, 50-51. Plein de raisons à ça, puisque l'année dernière, ils avaient choisi le 50 parce que c'était le retour, ça faisait 50 ans qu'ils avaient gagné H1. Là, ça fait 51, donc bon, ça peut être logique. Et puis, quand t'as des numéros, mieux vaut rester... Enfin, en général, en termes d'organisation, c'est plus simple. Donc voilà. Chez Mais j'en ai Lamborghini... oublié une. Attends, je suis en train de me dire que j'en ai oublié une parce que j'ai oublié la Action Express Racing, la 311, qui aura le numéro justement 311, alors voilà. qu'elle a le 31 aux États-Unis. Mais t'as raison, en fait, ça fait 4. Voilà, donc j'allais la zapper. Donc la Cadillac, effectivement, la Whelen, exactement. Alors leur numéro fétiche aux États-Unis, c'est le 31. J'ai essayé de creuser, je n'ai pas compris pourquoi. Mais j'ai cru comprendre que les premières opérations de sponsoring que faisait Whelen, c'était avec... ils sponsorisaient une voiture d'une équipe qui avait le numéro 31. Et donc du coup, depuis, apparemment, ils ont gardé cette habitude de nommer leur voiture 31. Ça a plein de... comment dire vous imaginez peut-être pas ça, mais ça a plein d'utilité d'avoir une voiture qui est tout le temps avec le même numéro. Quand tu es engagé dans plusieurs championnats, par exemple, tu sais que sur une liste des engagés, tu regardes, la 31, tu sais que c'est la tienne. Pour les pilotes ou pour les ingénieurs, c'est aussi agréable de savoir qu'ils sont dans une voiture qui porte toujours le même numéro et pas avoir à jongler d'un championnat à l'autre. Donc, ils restent accrochés à ce 31. Et au Mans, ils ont décidé de prendre le 1, que du coup Cadillac n'a pas, puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le 1.
Donc ils l'ont pris et ils l'ont rajouté pour faire 311. C'est vraiment ça l'explication. Hein. Ok. J'ai été demandé, c'est vraiment ça l'explication. Après, chez Porsche, l'année dernière, on avait la 5, la 6, la 75. Là, on a la 4, parce qu'ils ont décidé de regrouper leurs petits. 4, 5, 6, parce qu'ils pouvaient pas Logique. prendre le 7, puisque c'est Toyota qui l'a. Ok. Eh oui. Jusque-là, vous suivez. Et non, mais j'adore ça, c'est pour ça j'étale ma science. Et Lamborghini, ils ont le 19 et le 63. Ça n'a aucun sens. Eh bah si, 1963, c'est l'année de création de Lamborghini. Donc ils ont pris les deux numéros qui permettent de recomposer ça, 19 et 63. Si vous suivez l'endurance depuis quelques années, si vous êtes assidu notamment du GT World Challenge, l'équipe Emile Frey Racing avait l'habitude d'engager des Lamborghini avec ces deux numéros, 19 et 63. Donc en fait, c'est une forme de continuité, quoi. Et Pas mal, d'ailleurs, hein. le 19, on le retrouve aussi en GTD aux États-Unis, donc c'est pas étonnant, 19 et Voilà. 63. Donc, ouais, c'est intéressant. À chaque fois, on retrouve ces numéros. Mais voilà le lien, l'apport entre l'IMSA et les 24 heures du Mans. Donc, ça nous fera la transition, évidemment, pour la semaine prochaine pour les engager. On a beaucoup de constructeurs, mais comme la semaine dernière, on en a parlé en GT, on n'a quand même pas Acura, en fait, qui vient, ni d'ailleurs en GT 3, ni en hypercar pour l'instant. Écoute, je ne sais pas trop je ne sais pas qu'en penser, parce que euh, Lexus en GT3 arrive cette année puisque le Mans est ouvert au GT3. On sait qu'il y a un lien Lexus avec Toyota, Oui. c'est une des marques du groupe, donc Ils auraient pu venir avec il- Toyota, mais tu vois, ils sont restés comme aux États-Unis finalement avec ouais, Lexus, c'est quoi. ça. Après, Ou bon, au Japon. je sais plus, mais je crois qu'ils développent une GT3 aussi Toyota, enfin je sais plus. Mais bon, en tout cas, ils ont fait ce choix de venir avec cette marque-là. Mhm. Et Acura enfin, sauf si j'oublie quelqu'un, mais pour moi, Acura, c'est la seule marque qui a une hypercar et qui ne la fait pas rouler au Mans, en fait. Puisque Bah oui. tous les constructeurs engagés aux États-Unis, Cadillac, machin, ouais, c'est bon. En fait, il y a que Acura qui, ça fait 2 saisons qu'ils ont une voiture qui répond parfaitement au règlement Et attends, et et qui ils ne gagne viennent parce qu'on pas. va y revenir. Ouais, bien C'est sûr. dingue. Ah bah en plus, oui. Donc je sais pas trop pourquoi il y a ça. Enfin si, c'est parce que c'est une marque qui est centrée sur le marché américain. Ouais, mais attends, Euh, ils peuvent renommer Honda. Tu vois ce que je veux dire, si vraiment ils voulaient. Mais moi, je croyais que Honda, d'ailleurs, viendrait oui, en LMGT3 avec un effort danois, hein. Moi, j'y croyais, là, il y a 2 ans. ouais. En plus, et d'ailleurs, l'équipe danoise, j'ai mangé son nom. Dis-moi comment il s'appelait. Je sais C'est quoi, plus. c'était High Class Racing? Non, c'était quoi? C'était Non, Formula je sais Racing? plus. Mais en tout cas, l'équipe full danoise, ils ont fermé d'ailleurs. Ils Ah, mais continuent c'est pas. pour ça. Non, GMB. C'était GMB. GMB Motorsport exactement avec le gros McDo sur le capot là. Et bah ça moi j'y croyais beaucoup aussi et finalement non ils avaient des liens avec Honda effectivement les Honda NSX mais ça s'est Ah, pas mais fait. attends, mais c'est parce qu'ils ont fermé. Ah, bah, Ouais, 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 je l'apprends. ça a Ok. planté ouais. Mais du coup je sais pas en fait je pense qu'il y a une question de budget tu sais c'est aussi je peux pas m'empêcher de faire des transitions avec des trucs qui datent d'il y a 20 ans. Et tu sais c'est exactement comme à l'époque où t'avais Audi Sport North America et Audi Sport Team Yost, qui était donc la branche européenne et la branche américaine. Parfois, c'était juste du changement de nom uniquement pour avoir plus d'engagement aux 24 heures du Mans, parce que dans le règlement des 24 heures du Mans, t'avais pas le droit d'avoir plus de 2 voitures engagées pour la même équipe. Donc c'est pour ça qu'on D'accord. avait, par exemple, Peugeot Sport Total Energy ou Peugeot Energy Total. Ils changeaient les noms, enfin bref. Mais en tout cas, il y avait quand même cette dualité Amérique-Europe. Et je pense que chez Honda, il y a ça. Les Américains n'ont pas envie juste que ça soit un rebadgeage et qu'on mette on mette Honda sur la bagnole. À mon avis, il y a des intérêts de marque et des budgets de marque derrière, tu vois. Mais Tout à maintenant fait. qu'ils se sont réunis sous une seule entité, je pense qu'il y a peut-être moyen dans les années à venir qu'on ait des Honda aux 24 heures du Mans. Ça serait bien en tout cas. Ah, bon, ça serait sympa en tout cas. Bon, je te propose et je vous propose évidemment dans l'Endurance Club de faire un petit récap de la saison 2024 de l'IMSA, maintenant qu'on a évoqué un peu le contexte, et de se projeter sur l'épreuve de Détroit qui aura lieu donc bah là, à la fin de semaine, là, dans quelques jours seulement. Donc on a commencé par les 23h57 de Daytona, comme tout le monde le sait. C'est vrai, putain, j'avais oublié ça. Ah la vache. Ah, on est sur une belle saison. On est sur une belle saison. Ah C'est ouais. pas mal. Ah mais je savais que j'allais te surprendre en te disant ça. Parce qu'on a eu c'était quoi, les 7h56 de Spa et donc les 23h57 de Mec, qui Daytona. ont. Bah alors, les 7h57. Enfin, à Spa, ça a finalement duré 5h57 si tu prends que les temps Ah oui, sous drapeau. Ouais, ouais, donc bon.
Enfin, c'est un détail, la distance a été couverte, enfin, ce qui était Voilà, prévu. Mais oui, alors exactement. vas-y, je te laisse Non mais parler. Daytona, ouais, en fait le drapeau à damier, il y a eu un petit souci, a été agité un tour trop tôt, mais ça n'empêche pas quand même que la victoire s'est jouée comme on aurait pu l'imaginer entre Porsche et Cadillac. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Cadillac qui nous a fait une pole position avec Derani devant Bourdet. On pensait que les Cadillac étaient favorites, c'était le cas. Et puis finalement, en fin de course, la Porsche numéro 7 a réussi à s'imposer, à avoir un petit peu plus de puissance devant la Cadillac numéro 31 et la troisième place pour l'Acura numéro 40 qui a eu beaucoup de soucis. Donc on avait les trois constructeurs représentés sur sur le podium avec une victoire Porsche encore qui finalement ouvrait la saison. On a même fait un épisode vraiment aussi dédié à Porsche. Ça, cette Porsche numéro 7, j'ai l'impression que ça va être une cliente cette année en IMSA, hein. Ça va être une cliente en IMSA, en fait, pour donner un peu de statistiques, puisque c'est la promesse de l'Endurance Club. J'ai vu l'autre jour que la Porsche numéro 7, depuis l'épreuve de Laguna Seca, non, depuis l'épreuve de Road America, pardon, elle enchaîne les podiums, c'est-à-dire qu'il y a eu une victoire à Road America l'année dernière, après il y a eu deuxième, quatrième, victoire à Daytona, tu viens de le dire, et cette saison, je spoil, mais 3 fois troisième. En fait, la 7, c'est vraiment la voiture qui est toujours, qui est régulière, quoi. Et ils sont en tête du championnat. Là, avant Le Mans, ils sont en tête de leur championnat américain. Pour moi, en tout cas, l'IMSA nous permet d'avoir, puisque le WEC nous permet d'avoir un aperçu de la bataille de la majorité des hypercars. L'IMSA nous donne un rendu sur le match entre Porsche, Cadillac et BMW. Bon, ça, c'est un peu moins, on en Oui, parle moins. Et Lamborghini non plus, mais en tout cas, on voit qu'entre Porsche et Cadillac, il y a quand même, j'ai le sentiment qu'il y a ce côté, les Cadillacs sont très fortes, grosse performance, grosse vitesse, tout ce que tu veux, voiture solide, machin, solide dans le sens où en plus il y en a pas mal d'éclatés, enfin, tu vois, il y a un... Non mais je sais que c'est ton favori pour le Mans. Non mais Cadillac, j'y crois beaucoup et j'adore, et en plus les équipages, on en parle souvent ici, Sébastien Bourdet au volant, enfin, moi ça me fait vraiment rêver le programme ouais. Cadillac, mais j'ai le sentiment qu'il y a un souci de grip. Souvent les pilotes se plaignent du grip, que la voiture n'arrive pas à s'y accrocher, la dégradation des pneus, comment ça se passe, machin. Là où Porsche a, semble-t-il, fait l'effort pendant l'hiver et a trouvé des trucs. En tout cas, ils ont une montée en température, parce que là je rebascule sur le WEC, mais quand ils sortent des stands pneus froids, puisqu'on n'a plus de couverture chauffante, la Ah mais il montée n'y en en a pas non plus en température est IMSA, hein. juste... Ouais, c'est vrai. La température des pneus, tout de suite, ils arrivent à la trouver. Enfin, en tout cas, il y a une mise en température qui est juste magistrale. Mm. Là où chez Cadillac, c'est un peu plus lent. Après, il y a aussi des erreurs de pilote, hein. Je pense à Pipo Derani, je pense à Earl Bamber. Ils ont ils ont des personnalités chez Cadillac, hein. Ils ont des Ça c'est clair. personnalités éclatantes. Chez Porsche, on peut peut-être dire que les pilotes sont un poil plus lisses. Je me permets ce petit commentaire. Oui, un petit En tout peu. cas, D'autant plus que c'est Dan Cameron qui en fait était en WEC l'année dernière et qui là en IMSA a repris le relais ouais. de Campbell, qui est toujours avec Felipe Nasser du coup dans la 7. Enfin, je veux dire le Brésilien est dans cette même Porsche. Et donc ils se sont imposés à Daytona. Cadillac était dans le rythme. Peut-être que finalement ils seront favoris pour la pole position 24 heures du Mans, Cadillac, parce que autant à Daytona qu'à Sebring, là je fais vraiment un focus sur les GTP, hein, et puis ensuite on reviendra sur les autres catégories. Un final de malade à Sebring, mais c'était encore une pole position pour Derani, encore devant Bourdet. Et Derani s'est craché alors qu'il était en tête de course en tapant un tout petit peu un retardataire. Je crois que c'était la Ferrari numéro 21 du Tri-RC compétition de mémoire. Et c'est finalement Acura qui s'impose face à Cadillac dans les dernières minutes de course. Un final de fou entre Deletra et Bourdet. Et donc l'Acura numéro 40 qui était, selon les observateurs, pas la favorite, parce qu'on avait plutôt l'habitude aux États-Unis de voir l'Acura numéro 10, eh bien elle Mhm. s'impose dans ces 12 heures de Sebring. Et franchement, ça a été une belle lutte et en plus très propre sur la piste, quoi. Et après, première victoire quand même Cadillac de la saison, du coup, Ah, si je dis pas de oui, bêtises. c'est vrai, à Long Euh, Beach. Voilà, et puis re-succès Porsche, mais en tout cas, il y a. Mais avec l'autre, avec la 6. Donc ça fait 4 voitures différentes, en tout cas 4 vainqueurs différents sur 4 courses. Oui, avec C'est. trois constructeurs vainqueurs sur les 4 Mhm. premières courses. Et c'est vrai que Sébastien Bourdet, Roger Van der Zand, déjà dès l'année dernière, hein, à Long Beach, sont très forts. Donc dans les rues, je pense, vous me voyez venir, hein, à Détroit la semaine pro. Enfin là, pas la semaine pro, je veux dire dans quelques, dans quelques jours. Et oui, ça approche. Et ben on va se retrouver avec, je pense, des Cadillacs encore très efficaces.
J'adorerais que ça gagne, que Sébastien Bourdet arrive au Mans. Bah, il le fait tout le temps en pleine confiance, hein, mais euh, ça faudrait que ça transforme, quoi. Faudrait que ça transforme au Mans, Ouais, ça serait ouais, top. ouais, je suis Après, d'accord. non, c'est pas sa voiture, c'est celle de Bamber qui va avoir des places de pénalité sur la grille pour avoir sorti justement la BM à Spa-Francorchamps. Bon, c'est pas Ouais. très grave, tu me diras. Mais bon, depuis le début de saison, les départs sont quand même animés. Et même au Mans, je trouve que depuis quelques années, on a tendance quand même à avoir des départs un peu animés. Je repense à la Glickenhaus avec la Toyota. Je repense à Nasser. À chaque fois, je le charge, le pauvre Felipe, mais c'est ma nouvelle cible. Mais Felipe qui allume les pneus l'année dernière au départ, tu vois, il y a quand même une tension. Et quand tu vois le nombre d'hypercars qu'il y aura au premier virage, ça va pas être bon de partir derrière. Donc il va vraiment falloir chasser la pole. Et ouais, je suis d'accord, dans cet exercice-là, on peut peut-être faire confiance à Sébastien Bourdais. L'année dernière, ça s'était écourté. Ah oui. Mais Oh là là, mais il ouais, oui, bah pouvait, oui. mais voilà, sa voiture qui prend feu, qu'est-ce que c'est que ça Et, aussi? Tu vois, tu parlais de fiabilité. Là, va falloir pas faire d'erreur, hein, franchement, cette année. mm, Alors, on sait hein, que c'est Chip Ganassi qui exploite les voitures et que bah, en fin de saison, il y aura plus de Chip Ganassi. Donc ça, c'est pas idéal peut-être pour la sérénité et pour la confiance. Mais est-ce qu'il y aura pas aussi un petit moyen au niveau de l'orgueil finalement de se dire, vous avez voulu arrêter avec nous, ou en tout cas, on a voulu arrêter avec vous, mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon et on va vous le montrer, quoi. J'espère que c'est le sursaut qui va arriver. C'est exactement le sursaut qui a manqué à l'époque Cadillac au début des années 2000, tu vois. 2000, Ouais, c'est 2001, ça. 2, 3. Bah C'était voilà, Dams? il y avait Dams qui faisait rouler les Cadillacs et puis il y en avait deux autres qui étaient officiels. Et voilà, il a manqué cette insistance, ce sursaut. Bon, après, les Cadillacs, elles avaient une tronche de Riley Scott un peu Oui. rafistolée, donc on n'est pas sur le même produit, quoi. Mais bon. En tout cas 2024, c'est 100% de réussite pour Cadillac, 3 pôles pour Derani, une pour Sébastien Bourdet. Les Cadillacs, là, elles sont en forme hein, dans la catégorie GTP et en IMSA, donc espérons pour eux qu'ils soient aussi en forme justement dans la compétition en 24 heures, parce que ça promet du spectacle, hein. Et puis la 31 aussi, quand même, mis à part le fait qu'elle se soit trouvée à Sebring avec Derani, comme tu dis, sinon c'est quand même hyper régulier sur le podium à chaque fois. Donc, Ouais, mais au Mans, alors je vais peut-être bah, Etken dire l'année une dernière bêtise, qui l'a planté. Ah, mais mais non, mais Etken à qui la chaque plante. fois, au Ouais. Mans, à chaque fois, ils sont en difficulté, je trouve, la Action Express. Je sais pas pourquoi. Alors qu'ils sont super forts en IMSA. C'est Le Mans choisit son vainqueur. Non, j'aime pas cette phrase, mais c'est ça. C'est, tu vois, la Cadillac. Non, mais j'ai l'impression que ça semble se refuser à Cadillac. Mais, euh, mais bon, on verra bien. On verra bien. On verra en tout cas, mais voilà, donc victoire pour Porsche à Daytona, à Sebring victoire à Cura, donc mine de rien, même si Cadillac domine depuis le début de saison, eh ben ça marchait pas, ça marchait pas. Bon, à Long Beach quand même, victoire pour Bourdet à Van der Zandt, et comme tu l'as dit, Porsche donc avec Mathieu Jaminet et Nick Tandy, qui s'impose à Laguna Seca, donc sur une piste en plus assez exigeante, donc c'était assez intéressant à suivre comme résultat, devant encore la Cadillac de Aitken et d'Errani, parce que eux aussi, hein, niveau podium, ils sont pas mal, hein. Il y a 3 podiums en 4 courses, à chaque fois deuxième, mais à chaque fois placé. Donc eux, attention, parce que bon, on sait que ce sont des clients, hein. L'année dernière, c'était Derani et Sims qui avaient réussi à s'illustrer en IMSA, donc c'est bien parti pour eux. Je voulais aller sur la catégorie LMP2, alors ça va aller vite parce qu'ils n'ont participé qu'à Daytona et à Sebring. Et bah à chaque fois, ça a été une victoire ERA Motorsport avec la voiture numéro 18. Et pourtant, c'est pas le meilleur équipage qu'on puisse connaître hein, avec Randy Hill, Dwight Merriman. Par contre, C'est ils ont... clair. Non mais attends, ils ont un petit jeune qui est bluffant et lui, je pense qu'on va en entendre parler en endurance de plus en plus, en espérant qu'il veuille bien aller dans l'endurance et pas plutôt prendre la voie à NASCAR. C'est Connor Zilic. Il s'est Ouais. vraiment, comment dire, révélé à Daytona. Il a confirmé à Sebring et ils se sont imposés d'ailleurs à Sebring face à TDS Racing, hein, l'équipe donc qui va engager la voiture numéro 65 au Mans en LMP2, la voiture Panis Racing. Donc à voir hein, quand même pour TDS, mais c'était assez serré, je trouve, en LMP2 aux États-Unis. Et petite particularité supplémentaire, on retrouve une Ligier, la seule Ligier engagée, la JSP 217. Donc on n'a pas un profil, si tu veux, de Oreca Cup. Et bah cette Mhm. Ligier, elle a terminé quatrième à Sebring. Ouais, la Sean Critch, effectivement, je me souviens qu'elle était un peu en vrac à Oui, Daytona. Et à Sebring, ils se sont repris. Effectivement, en LMP2, il y a moins de portage entre l'IMSA et les 24 heures du Mans. En fait, c'est la CrowdStrike qui est la principale versée, enfin la 48, c'est ça, tout si à je dis pas fait. de bêtises. 40,
45. 45, ouais, tu vois, j'ai du mal avec mes yeux ce matin. Mais est-ce que ça va le faire pour eux? Le plateau LMP2, on en a déjà parlé, on a déjà fait un épisode en plus sur la catégorie, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y a quand même des intérêts américains. Je sais qu'il y a aussi l'équipe United Autosport branche américaine, United Oui, Autosport USA, donc avec Ben Keating, tu l'as dit tout à l'heure. Et quand tu vois Ben Keating associé à Albuquerque et Ben Hanley, en Pro-Am, bon, bah sur le papier, il faut peut-être mettre une pièce sur eux, quoi. Bon, après, oui. même le Pro-Am est quand même très animé quand je vois qu'il y a aussi Télétra sur une autre voiture. Bon, ça va être compliqué, mais voilà, c'est vrai que le LMP2, comme tu l'as dit, vu que ça roule pas beaucoup, et puis en plus historiquement, là, le LMP2 depuis quelques années est un peu plus calme du côté des États-Unis, donc c'est normal qu'il y ait moins de transition entre l'Amérique et l'Europe, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, deux courses en LMP2 qui ont à chaque fois été bien disputées. Alors moi, je me souviens de l'arrivée l'année dernière en IMSA à Daytona, qui s'est joué à quelques tout petits millièmes. C'était assez fou, justement. Mais bah voilà, Avec ça fait Proton, c'est partie. ça, non? Ouais, c'était C'est juste ça, hein. génial, quoi. Cette arrivée Ouais. entre, c'était Ben Hanley qui Jonas était Reed. au volant de la voiture de chez CrowdStrike et donc la Ouais. voiture Proton avec Allen, Bruni, Pizzi et Pourdad qui Ah ouais. s'imposent. Et ils ont fait une course, hein, dans l'année, bah ils l'ont gagnée. Ouais, ouais, je me souviens. Non, mais ça donne toujours des bons finishes. C'est clair que c'est pas mal. Le P2 à Daytona, c'est sympa à suivre. De toute Et du façon, coup, le P2 à chaque fois est sympa à suivre, que ce soit en ELMS ou en IMSA. Moi, je trouve, en tout cas, moi, je suis fan de cette catégorie. Cela dit, en IMSA, on a aussi le GTD et le GTD Pro qui sont ultra spectaculaires. Alors, en GTD Pro, on va dire que c'est un petit peu plus réparti cette année. C'est assez intéressant à voir aussi parce que on a victoire Ferrari Rizzi Competizione en GTD Pro, donc avec un équipage quand même Calado, Rigon, Pierguidi, Serra. Je pense que à ça ne Daytona. rigole pas. Ouais, c'était à Daytona. Et victoire, j'allais dire enfin, les Lexus, j'ai pas Non. compris cette année. L'année dernière, ils ont été champions, ils ont vraiment Ouais, dominé la voilà. situation, hormis peut-être sur la fin, où vraiment ça commençait à devenir un peu compliqué. Mais là, à Sebring, ben, ils ont réussi à gagner avec Barney Cott, avec Oxworth et avec Kel Kirkwood, tiens, qui vient de l'IndyCar, face à Ferrari et Lamborghini, qui termine finalement sur le podium in extremis parce que la Corvette, je crois, a été poussée dans les derniers tours de mémoire. Donc en GTD Pro, on sait que c'est souvent costaud, hein, les arrivées et c'est assez disputé. Et puis bah, il n'y a pas eu de GTD Pro à Long Beach, mais à Laguna Seca, victoire Porsche avec l'équipe AO Racing devant McLaren. Et oui, Pfaff Racing, Pfaff Motorsport plus exactement, engage une McLaren cette année. Et il n'est plus avec Porsche, mais je trouve que c'est assez bien réparti en GTD Pro les victoires. C'est bien réparti et ça. Après, par contre, c'est un petit peu en trompe-l'œil, je pense, sur la Lexus. Alors, ça a l'air d'être un peu compliqué. Enfin, j'ai peu d'infos sur ça et j'adorerais en avoir plus. S'il y a des personnes qui bossent chez Lexus ou qui bossent dans les équipes qui en engagent, j'aimerais bien. Mais non, mais autant Vasser Sullivan, ils se sont passés au travers à Daytona parce qu'il y a eu plusieurs faits de course. Il y en a une qui s'est fait percuter, enfin qui a percuté en début de course. Oui, Bah, d'ailleurs, peut-être bien la Ligier de chez Sean Critch qui est à l'envers, je crois. Il y en a une autre qui a eu des problèmes pendant la course. Enfin bref, ils sont passés au travers et à Sebring, ils avaient à cœur de faire bien et donc ils ont brillé. Et tout ça pour dire que les Lexus, si on regarde l'historique des saisons IMSA les précédentes années, je revois du Ben Barnicot au volant, je vois tous ces pilotes-là, ça va fort. Ça va très très fort. Les Lexus préparés par Vasser Sullivan, c'est impressionnant. En pro comme en GTD tout court. oui, Tandis tout à que fait. ces Lexus qui sont maintenant en WEC, qui sont engagés par AK, ASP, Acodis, je sais jamais le nom maintenant, Ouais, en ça doit tout être cas par Acodis l'équipe ASP. de Jérôme Polican, j'ai cru comprendre que c'était une voiture. Déjà, c'est une voiture d'une conception assez ancienne. Eux, ils la découvrent. Et il y a pas mal de points de différence entre cette version-là et celle qui est engagée aux États-Unis dont on parle à l'instant. Il y en a aussi, je crois, qui roulent en ADAC. Il y en a qui roulent au Japon. Enfin, il y a plein d'itérations de cette Lexus. Et tu vois, là, on se dit, bah, les Lexus, du coup, elles sont dans le coup. Victoire à Sebring. La 14, elle fait quatrième ensuite à Laguna Seca. Au Mans, ça va être dans le match. Ça se bat avec les Porsche, avec les BM et tout. Je suis pas sûr. J'aimerais qu'elles soient dans le match et j'espère qu'elles vont y être parce que je pense qu'au niveau balance de performance, équilibre, tout ça, on va leur donner quand même les billes pour se battre. Mais ça sera. Je pense pas qu'il y aura de lien en tout cas avec cette épopée Vasseur Sullivan aux États-Unis. Tu vois, on peut pas vraiment retranscrire là pour le coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que
ça a l'air d'être plus difficile. Alors peut-être en termes aussi de règlement et de fameuse balance de performance, parce que Aussi, ouais. c'est vrai que c'est assez différent. Je crois qu'en tout cas le système est un peu différent entre les LMGT3 et les GTD Pro aux États-Unis. Mais bon, toujours est-il que ça reste quand même des voitures assez similaires. Donc bah ouais, Lexus qui a réussi quand même à s'imposer cette année. Ferrari, Porsche, voilà, c'est plutôt bien réparti. Quelles sont les autres voitures qu'on retrouve en GTD Pro? Bah, on retrouve finalement, oui, Ferrari. On retrouve pas trop, j'ai l'impression, les Aston Martin. Et ça, c'est assez surprenant, moi, je trouve. Alors, les Ford, j'en parle pas, hein. J'arrête de parler de Ford, moi, c'est terminé maintenant. Ouais, c'est pas la peine de s'acharner là-dessus. Ça va Mais non, péter. mais Non, mais ça va péter au bout de 4-5 heures au Mans. Non, mais ça va être. Et j'aimerais que ça aille au bout. Mais déjà, quand tu vois comment elles sont en kit. Alors, apparemment, ils ont travaillé dessus, ça s'est amélioré. À Spa, c'est vrai qu'on les a pas vues en kit. Mais à bon, ça Imola, va. c'était incroyable. Et au Mans, ça va pas tenir longtemps, hein. Ou, en tout cas, ça va finir avec du scotch, avec du gaffeur partout et Ah bah, c'est à pas 10 les Ford tours. Ah, GT40, hein, ça c'est sûr, hein. ah, Enfin, les Ford putain, hein, GT. ça c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Non, ça c'est autre chose. Et donc du coup, moi j'ai trouvé quand même que ceux qui étaient un petit peu en retrait Hmm. par rapport aux attentes que j'en avais, c'est Corvette. Alors même si à Sebring, ils étaient dans le match et ils ont été sortis, mais bon, je m'attendais à voir Corvette plus au niveau quoi, en IMSA. Ouais, c'est vrai. Je t'avoue que je les suis un peu moins maintenant qu'ils sont pas en WEC. Puisque l'engagement des Corvettes, si je dis pas de bêtises, c'est TF Sport qui a repris en WEC. Et du Euh, coup, oui, tout à fait. Pratt et Miller, qui était la branche historique, le canal officiel de GM, roule que en IMSA. Euh, j'ai un peu moins suivi. Ouais, alors effectivement, quand tu regardes les résultats bruts, elles sont un peu plus loin. Tu parlais avant des Aston Martin. Ne pas oublier que, au-delà de l'engagement des voitures, Earth of Racing Team est en train de clairement préparer 2025 et l'arrivée de la Valkyrie Ah, en complet. hypercar, puisque c'est la structure de Ian James qui va engager apparemment c'est ça le deal qui a été trouvé finalement, c'est que chez Aston Martin ils n'ont pas forcément à mon avis assez de finances, assez d'avance ou même la volonté de financer à 100% le projet, c'est pour ça qu'il avait été mis en pause d'ailleurs. Oui. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des intérêts financiers du côté de chez Art of Racing, parce qu'ils vont aussi développer, à mon avis, l'approche comme Ferrari avec la 4... Ouh là là. Comme Ferrari avec la 499p modificata que tu peux t'offrir si tu es un gentleman très fortuné. Je Oui. pense que des Valkyrie Pro Hypercar version dérivée de la voiture de course, voire même plus puissante, comme la 499p, je pense qu'ils vont développer ce programme Track Day. Donc l'argent va rentrer d'une façon ou d'une autre. Et cette équipe-là est en train de le préparer, quoi. Donc eux, Ouais, ils tout sont à fait. peut-être moins en train de chasser les bons résultats, mais plus en train de repratiquer, de pratiquer le règlement, et puis d'appréhender cet univers. Ils le connaissent déjà, hein, parce qu'ils étaient déjà là par le passé, mais... Bien sûr. Après, je suis méchant avec eux. Ils sont quand même placés, hein, si tu veux. Ils sont quatrième du Mhm. classement général. Mais bon, ils font 4, 5, 6. C'est pas Ouais, non ouais. plus exceptionnel, tu vois. Parce Je m'attends à que mieux. Earth of Racing a repris, ils ont repris l'année dernière à Spa, juste avant Le Mans, l'engagement qui était historiquement ProDrive. ouais, mais merde, de Gentleman Driver canadien. Ah non, d'accord, de Paul Dall'Anna, pardon. De Paul Dallana. En fait, Dallana a annoncé sa retraite à ce moment-là. Et la voiture était encore d'ailleurs sous son nom au 24 heures du Mans, parce qu'on pouvait plus changer le nom des équipes. Tu n'as pas le droit de modifier le nom de ton Oui, équipe et certains autres paramètres d'ailleurs dans des délais très courts avant le Mans. Donc la voiture n'avait pas couru sous le nom Earth of Racing Team l'année dernière, mais encore sous le nom de la structure de Paul Dallana. Mais là, maintenant, la transition a été totalement opérée, quoi. Donc en ouais, fait, tout voilà, à fait. c'est de là qu'ils viennent, quoi. Non, non, mais c'est assez intéressant. Et puis pour bah, conclure cette GTD Pro, cette catégorie GTD Pro, moi je trouve oui, que les BMW, bah, c'est un coup l'un, un coup l'autre, quoi. C'est-à-dire que pourtant ils ont une équipe qui est plutôt bien préparée, hein, j'allais dire, à ce niveau-là, mais on a peu l'habitude de les voir. C'est l'équipe Turner Motorsport, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le Paul Miller Racing, pardon. Turner, Mm. c'est en GTD. Le Paul Miller Racing, c'est plutôt pas mal pourtant pour ces M4. Et bah ouais, ils y arrivent pas trop. Donc à voir. Il n'y a pas beaucoup non plus de voitures engagées en GTD Pro. C'est aussi peut-être ça qui explique que bah voilà, quand tu as un coup du sort ou en tout cas une sortie de piste ou un contact, bon bah si tu es la seule BMW engagée, tu peux rien faire quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le championnat, je te dis, y a pas forcément beaucoup de liens à Non, faire avec en GTD ce Pro qu'on en tout va cas. vraiment. Ouais, en GTD Pro, je suis d'accord, ouais. Après, le GTD, du coup, on a du concurrent qui est versé depuis le GTD vers le GT3 au Mans ou pas? Peu. Oui, Non, si non, on regarde. Non, mais si on non. regarde dans le. Ah, un peu, si on regarde que les épreuves longues, les Iron Dames, on va les revoir au Mans, Oui, mais elles tu sont vois. partout. Tu vois, il Ouais, n'y a pas vraiment de spécificité de GTD pour aller au 24 heures du Mans. Il n'y a que l'Inception Racing en fait. ouais. Après, les Iron Dames, elles étaient quand même avec leur Lamborghini à Daytona et à Sebring, donc voilà, même. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve dommage, tu parlais d'eux juste avant. L'équipe Turner Motorsport, je suis un grand fan de cette équipe. Oui. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup. C'est Bill Turner qui est à la tête de ça. Et je trouve ça dommage qu'ils se viennent pas au Mans, quoi. Alors là on est sur l'équipe, pour si vous connaissez pas, sur une équipe américano-américaine. C'est des vrais, quoi. Non, mais voilà, c'est des vrais Américains, quoi, hein. Ils Ah bah ont complètement. Turner, il a monté en fait tout un réseau de distribution, d'achat-vente, distribution de pièces détachées BMW. Donc il est attaché à la marque depuis 25-30 ans. Enfin, c'est un géant de l'automobile aux États-Unis. Ouais, depuis Et 30 ans. 93, tiens. les voitures sont souvent jaunes et bleues. Alors il y a des exceptions quand ils sont sponsorisés, genre par des trucs un peu genre du Liqui Moly ou des trucs comme ça, Ouais, mais mais c'est souvent rare, hein. souvent les voitures sont jaunes et bleues. Est-ce que tu sais pourquoi elles sont jaunes et bleues? Moi je sais. Alors, ça doit être avec un sponsor particulier, non? Alors, il a monté son équipe milieu des années 90. Ouais. Au tout début, alors on était sur quoi? Sur quelle génération? Peut-être qu'il faisait encore rouler des E36, mais peut-être des E46, tu vois, en touring et tout. En fait, il allume la télé, il voit des courses à la télé, et il se dit, il faut que je trouve une livrée pour mes bagnoles, un truc qui soit distinctif, un truc qu'on repère, tu vois. Ah, c'est Et énorme. c'est quand même assez connu que la couleur jaune, c'est un truc qui est assez visuel, c'est pour ça que les taxis à New York sont jaunes, c'est Ouais. parce que c'est la couleur que tu repères dans ton champ de vision. Il allume la télé, et histoire vraie, hein, il me l'a raconté, il regarde le touring anglais. Oh, les Renault! Et en fait, donc, il regarde les courses de tourisme anglaises, il voit les Renault Laguna Ah, c'est engagées, énorme. jaunes et bleues, avant celles qui étaient vertes. Oui, Donc ça oui. doit être C'est pour ça que je te dis. 96 peut-être, hein. Même Ouais, pas ouais. Les avant. jaunes et Mais bleus, non. ouais. Le jaune et bleu, c'est avant. C'est avec Will Hoy et tout. Ah non, mais c'est excellent. Voilà. Parce qu'il y avait les 19 aussi. Ils avaient les Renault 19 qui étaient avec des couleurs un peu comme ça. Et après, il y avait les Laguna qui étaient jaunes et bleus. Et Bill Turner voit ça. Et il se dit, mais ça c'est canon comme livret, je prends ça. Et donc ça vient de là. Ah, c'est énorme, avec Alain Menu et Will Hoy. Ah, ça nous rappelle des souvenirs. Enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment ça l'historique. Ah, bah, merci, parce que tu vois, je l'apprends aussi. Ouais, non, c'est une vraie histoire. Il me l'a raconté parce que je lui disais, mais comment, enfin, c'est quand même rare, même si des équipes ont des attachements à certaines couleurs, et souvent pour des raisons nationales, d'attachement au drapeau ou à des couleurs qui font sens, machin. Pourquoi jaune et bleu pendant des années? Eh ben, ça vient des Laguna. C'est excellent. Et ben en tout cas, le Turner Motorsport, il joue placé en GTD, placé pas vainqueur. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, Mercedes avec l'équipe Winward, ils ont quasiment fait le carton plein. Je trouve ça hallucinant. Ils sont toujours aux avant-postes. Il y a qu'à Long Beach où ils se sont un petit peu ratés. 3 victoires en 4 courses pour cette équipe Winward avec Mercedes. Elle est efficace, hein, cette Mercedes là. Faut pas rigoler avec eux. Mais Turner Motorsport quand même ont terminé 2 fois deuxième. Dommage qu'ils se soient ratés finalement, j'allais dire, aux 2 plus grandes courses à Daytona et à Sebring. Parce que sinon, ils finissent 2 à Long Beach et 2 à Laguna Seca. Les BMW, autant elles sont pas vraiment présentes ni, allez, j'allais dire en GTP, ni en GTD Pro. Mais alors en GTD, grâce au Turner Motorsport, elles sont efficaces, hein. Ça peut être les clients pour cette saison. Ouais, non, mais carrément, c'est vrai. Et ouais, tu parlais de la Mercedes, c'est vrai que ça marche souvent aux États-Unis. J'ai le souvenir, il y a pas si longtemps, enfin, ça commence à dater maintenant, mais de voir Jules Gounon briller aux États-Unis à Mais oui, Sebring, par exemple, sur des Mercedes. ou à C'est Daytona. Sun One Energy ou à Daytona, ouais. Et enfin, il a passé pas mal de temps dans des Mercedes, Jules Gounon, ces dernières années. Mais en tout cas, c'est une voiture qui est souvent très à l'aise et qui gagne partout. Si un jour Mercedes sort une statistique du nombre de victoires des AMG GT3, que ce soit les GT3 classiques ou Evo, ça doit être fou parce que je vois pas beaucoup de circuits sur lesquels une Mercedes a participé et n'a pas gagné, quoi. Et d'ailleurs, C'est petite, franchement dingue.
Petit spoil entre guillemets de mon épisode trajectoire sur Renaud Derlo, c'est Renaud Derlo qui a fait gagner pour la première fois, donc c'était en 2011 je crois, une Mercedes justement SLS SLS, GT. Ouais, c'est dingue, hein. c'était quoi? En championnat de France, quoi. Ouais, championnat de France, tout à fait. Ah la L'histoire est vache. assez folle, enfin voilà, il la raconte et je trouve ça assez intéressant. Histoire d'amitié avec un ancien pilote DTM et il roule en Mercedes et avec le Graf Racing, il gagne quoi. Je trouve ça Ok. assez intéressant. Et par contre en GTD, alors il y a une vraie variété, hein. Tu vois, tu as parlé des constructeurs engagés en GT, en IMSA. C'était donc toujours dans l'Endurance Club, hein, évidemment. 11 constructeurs engagés en GT. En fait, en GTD, on a une super variété. On a d'ailleurs énormément d'engagés, hein, parce qu'on a une quinzaine, une vingtaine, on va dire, sur les grandes courses Mhm. d'engagés. Et alors là, grosse surprise, mais on l'a dit, donc c'est Mercedes qui gagne. Les Ferrari sont pas forcément aux avant-postes, alors que généralement les Ferrari, étant donné que ce sont des voitures qui sont plutôt adaptées pour des pilotes gentlemen, on a plus l'habitude de les retrouver aux avant-postes. Et en fait, eh ben, elles sont peu nombreuses et donc forcément peu en vue, Ouais, alors oui, c'est vrai, je t'avoue que j'arrive pas trop à expliquer ça. Après, tu vois. au Mans, je pense qu'il va falloir. Ah bah oui, Ouais, au Mans, ça va être un peu différent. Non, mais parce qu'en fait, si je rebascule 2 secondes sur la liste des 24 heures du Mans, on a dit dans l'épisode que il y a une diversité du GT. La semaine dernière, on expliquait qu'on a 9 châssis différents, etc. Enfin voilà. On a quand même 5 Ferrari. C'est-à-dire que sur 23 voitures engagées, tu as quand même 5 Ferrari. c'est vrai. Donc c'est le constructeur qui est le plus représenté. Devant McLaren et Ford avec 3 Ford GT. Il y aura bien 3 Ford enfin, Mustang, pardon. J'arrive pas à y croire, mais bon, je me le répète comme ça. Tu sais, c'est comme... non, je- j'allais faire un petit clin d'œil à notre passé. Tu sais, c'est comme me dire que José María Lopez a gagné les 24 heures du Mans. Ah oui, J'ai du mal à me l'intégrer. Alors que si, il a réussi à les gagner à un il l'a moment. fait. Mais ouais, non, mais j'ai D'ailleurs, du ça mal. sera le seul Mais vainqueur. Alors, on est en train de préparer l'épisode de oh, la semaine prochaine, mais ça sera le waouh, seul ah ouais. vainqueur en piste qui ne roulera pas en hypercar. Et oui, et qui sera en GT3. Donc comme quoi, tu vois, je fais un bon lien. Non, mais plus sérieusement, là, dans la catégorie GT3, il y a quand même une surreprésentation des Ferrari. Oui, et pas en Je GTD. l'ai déjà dit par le passé. Je l'ai déjà dit par le passé. Ouais, mais tu sais, ça peut être un argument. Mais en fait, tu me prouves que non, puisque même si elles sont pas bien placées en IMSA, pour l'instant, depuis le début de la saison, il y a quand même un podium chez Conquest à Daytona. Mais effectivement, la force du nombre, parfois, n'a juste pas de sens. C'est pas parce que tu as 8 voitures, si les 8 voitures sont pas à l'aise sur la piste, si le setup, t'arrives pas à trouver, ou si la BOP est pas très favorable, bah, tu peux en avoir 4, 8, 10, tu feras pas un podium. Bah oui. Donc je sais, mais bon, au Mans, je sais pas, il y a quand même cette surreprésentation qui, à mon avis, va... Enfin, voilà, on verra, j'en sais rien. Ouais, Je à prépare voir. mes pronostics et tu vois, je suis en train de t'avouer que j'en sais rien. Ah bah non, prépare-toi d'ici la semaine prochaine. Ouais. Et en tout cas en GTD, outre les victoires Mercedes cette année, on a eu une victoire quand même pour Lexus, ouais, en GTD. Oui. Alors pareil, l'année dernière, les Lexus, elles ont autant dominé en GTD Pro, j'allais dire qu'en GTD, quasiment. Elles étaient toujours bien placées, elles ont raté le titre face, je crois, à la BMW hein, l'année dernière avec Sellers et Snow. Mais là, eh ben, elles ont réussi à gagner justement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lexus et peut-être pour la prochaine manche qui aura lieu à Watkins Glen. Parce que oui, on aura donc, comme on le disait, pas toutes les catégories la semaine prochaine. Enfin là, j'y tiens dans 2 jours, là, 2, 3 jours. Parce que je sais pas quand est-ce que l'épisode sort. Donc voilà, je crois qu'on va le sortir en milieu de semaine. Mais D3. Donc, ça sera GTD Pro et GTP. Donc, ça va être assez light, hein. On n'aura pas cette lutte en GTD. Mais donc, Lexus s'est montré aux avant-postes à Long Beach avant de retrouver donc une place un peu lointaine pour laisser gagner Mercedes. Donc, je trouve que c'est assez ouvert en fait en GTD. Et je te dis, Mercedes quand même donne l'impression de dominer, mais faut pas oublier le Turner Motorsport quand même. Quand tu dis que le programme va être light, j'étais en train de faire un lien, je me suis dit, il devrait ressortir cette appellation IMSA Light, tu vois, et faire ce championnat où quand tu as que 2 catégories sur les 4, Ouais. t'appelles ça une course d'IMSA Light. Non, ça va encore complexifier, Ah non, non, faut que ça j'arrête. complexifie. Bah oui, c'est ça. Attends.
Là, c'est Ah non. la première fois de l'année qu'on a les GTP et les GTD Pro. Et ça sera une course d'une Mhm. heure 40. Ça sera Mhm. donc dans les rues de Détroit. C'était normal aussi de ne pas avoir trop d'engagés. Mais c'est vrai que, bah, en fait, ça confirme ce qu'on disait en début d'épisode là, pour cette présentation de l'IMSA. C'est que finalement, tu te retrouves avec une course à quoi, 20, 22 voitures, quoi. Donc, course d'endurance à 22 voitures. Oui, certes, c'est un petit circuit Détroit, mais c'est dommage, quoi. Ouais, c'est très étonnant, mais bon, écoute, c'est au moins ils font aussi cet effort d'avoir une diversité de circuits. Il y a vraiment des grosses différences entre les tracés urbains et les tracés sur des circuits permanents. Enfin voilà, le WEC ne fait pas de course urbaine. Enfin, c'est pas possible, tu vois, avec le nombre Ouais. d'engagés, on pourrait pas aller sur des. Donc c'est bien. Après, ils adaptent les engagements au coup par coup, donc on peut pas leur en vouloir. Ça fait du spectacle en même temps, c'est sympa. C'est clair. Puis on va voir si à Détroit, donc Cadillac va encore faire une pole position et va peut-être s'imposer dans les rues, ou si Porsche continue de faire Hmm. de belles choses. Donc ça La va être série, intéressant, moi je ouais. pense. Bon, écoute, j'ai envie de t'amener sur. Bah, c'est quoi ton actu? Eh ben voilà. Alors bah, j'ouvre le bal. Eh ben mon Vas-y. actu, assez intéressante cette actu ce week-end parce que moi aussi je vais commenter une course à Détroit. Malheureusement ça sera pas l'IMSA, mais ça sera l'IndyCar sur Canal Plus Sport, sur circuit urbain de Détroit. Je crois que c'est 18h le rendez-vous dimanche soir. Ça sera le samedi pour l'IMSA. Donc course finalement qui sera plus longue je pense en IndyCar qu'en IMSA. Parce qu'on a 1h40 en IMSA et je pense que l'IndyCar va faire pas loin de 2 heures. Donc bah, ça c'est assez rigolo. Et puis aussi une petite course d'endurance, les 24 heures du Nürburgring, c'est ce week-end et ça sera sur Automoto la chaîne. Donc on va se passer le relais avec donc les différents commentateurs, consultants, etc. Ça va être sympa, je pense, à vivre en tout cas ces 24 heures du Nürburgring. Donc je vais pas beaucoup dormir encore. Tu me disais la semaine dernière qu'il fallait que je dorme. Bon, bah là je Ouais, crois que je vais pas si, être mais. beaucoup au repos. Ouais, faut que tu te ressources un petit peu avant les 24 heures du Mans, parce que. Oui, Mais parce que ouais. je vais pas non plus beaucoup dormir, parce que j'ai dit, je sais plus il y a combien de temps que je l'ai dit dans l'Endurance Club, mais je suis trop content parce que je vais commenter une partie sur l'application et je compte bien sur toi pour venir aussi un petit peu dans les horaires nocturnes par exemple. Mais au moins vous savez que sur la plateforme WEC et sur l'application WEC, ben voilà, on sera donc à quelques heures ou quelques minutes, je ne sais pas combien de temps tu voudras m'accompagner pour commenter cette 92e édition des 24 heures du Mans. Voilà. Eh Et ben, puis, écoute, attends, vas-y. j'ai pas fini encore parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'actu. Mais Ah, cet homme est incroyable. je suis désolé. Mais non, mais j'ai un nouveau podcast. Le podcast avec Philippe Gache. Podcast Trajectoire, donc sur la carrière d'un pilote bah, que je trouve vraiment très bon et qui a peut-être pas eu le résultat escompté. Il a souvent été connu pour ce qu'il a fait au Dakar, ce qu'il a fait au Trophée Andros, etc. Mais faut pas oublier que Philippe Gache, bah, il était en Formule 3000 et il était aux portes de la F1 et ça aurait pu tourner dans son sens. Il a même roulé à Indianapolis en IndyCar. Donc voilà, Philippe Gache, un excellent invité et un excellent client pour le podcast Trajectoire. Quel est ton actu, mon cher Geoffroy? Écoute, le Mans se rapprochant, je suis en train de passer Endurance Mag en mode 24 heures du Mans. Donc, tu parlais il y a quelques instants du fait que tu vas intervenir pour faire les commentaires sur l'application officielle. Moi, je commence de mon côté à mettre sur Endurance Mag tous les articles utiles, on appelle ça, tu sais, c'est des marronniers hein, dans le domaine, mais Ouais, mais c'est bien. comment suivre les 24 heures du Mans, où regarder la course. Donc, évidemment, je vais mettre en avant les solutions disponibles parmi les diffuseurs, et puis évidemment valoriser l'application, puisque clairement, je touche pas de rond en disant ça, hein, je suis pas payé par l'application FIA WEC, mais clairement, moi je me suis payé mon petit abonnement, et ça fonctionne très bien pendant les week-ends de course, et aussi, si vous êtes comme moi, bah, que vous n'avez pas forcément 6 heures disponibles pour regarder une course un samedi ou un dimanche, pouvoir se refaire les courses ensuite en replay avec les commentaires français ou anglais comme vous voulez, enfin c'est un vrai confort. Donc voilà, je vais mettre en avant ça parce que, encore une fois, je le dis, je suis pas du tout sponsorisé, je touche pas une commission à chaque fois que quelqu'un s'abonne, mais je trouve que quand on est à domicile, quand on n'a pas la chance de venir sur le circuit, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de suivre la course. Donc voilà, je fais tous ces articles-là. Et puis mon petit tableau, eh ben, écoute, il touche à sa fin. Donc Ah, s'il y a des auditeurs qui ont envie de faire les bêta-testeurs et qui ont envie de venir le voir, le consulter, et puis me suggérer des améliorations, des corrections, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui sont des puits de science sur l'endurance, donc peut-être qu'il y a des choses inexactes.
n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors pour me choper sur Twitter, c'est pas mal, c'est le mieux. Ouais. Sinon, un petit mail sur le formulaire de contact sur endurancemag.fr. Ouais, voilà, mais sur Twitter, si vous avez, c'est la meilleure solution, @geoffroybar. C'est pas très compliqué, GEO2FROYBA2RE. Et puis, je vous donnerai un accès, je vous partagerai un lien, et après, je vais le rendre public de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas, là, l'idée, c'est que si vous avez envie de contribuer un petit peu et de m'aider à le finaliser, vous êtes les bienvenus. Mais sinon, je vais l'ouvrir dans quelques jours maintenant, puisque le Mans se rapproche, donc ça sera consultable par tout le monde, voilà. Ah là, c'est clair, Voilà. on est excités, ça y est. Enfin, moi, en tout cas, la semaine prochaine, j'ai trop hâte de faire cet épisode qui retrace la liste des engagés parce que ça voudra dire qu'on sera dans les derniers instants, dans la dernière ligne droite, juste avant les 24 heures. Donc, ça va être top. Il faudra que tu prépares ta petite valise, que tu fasses. Attention, ah bah oui. Faut... Eh ben, tu sais que cette année, retour aux sources, j'allais dire, parce que ça fait combien? Ça va faire 10 ans, je crois, que je ne suis pas allé au pesage. Et je vais aller au pesage, oui, cette année. C'est trop bien. Donc, si vous y êtes et qu'on peut se retrouver, eh ben, ça serait trop bien aussi. Comme ça, on fait partie doublement du club, tu vois. On inclut les gens bêta-testeurs et on se voit en vrai aux 24 heures du Mans, au pesage. Ah ouais. C'est pas mal, ça, non? Alors moi, je ne serai pas au pesage. Ah bah mais, voilà. effectivement, écoute, j'ai des obligations par ailleurs. Mais je me souviens de toi au pesage parce qu'il y a 10 ans. Oui. Et là, je pense qu'il y a des vidéos je vais les ressortir, les vidéos. Je me souviens de toi au pesage organiser des Bottle Flip Challenge. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bon bah ça ressortira un jour. Ça, je te le dis, il y aura une compilation qui va sortir sur la chaîne YouTube avec tes meilleurs moments. Mais que je te de ferai bons ta bande souvenirs. démo. Je te ferai ta bande démo quand tu demandes un Bottle Flip Challenge à Sébastien de Bouémy. Je l'ai fait, oui, mesdames et messieurs. Alors, même lui ne s'en souvient pas, hein, mais. Il a préféré oublier, ouais. Ouais, je crois. Ah non, c'est toujours un moment sympa, le pesage, parce que ils sont détendus, en fait, tout Ouais. simplement, les pilotes. Ah non, mais carrément. Et puis, je crois que c'est. Enfin, quand on évoquait les GT la semaine dernière, je le disais aussi. Si vous avez l'occasion d'aller au pesage, vous pouvez quand même voir les voitures de près et voir des diversités de voitures. Enfin, pour les yeux, c'est un bonheur. C'est vraiment, c'est incroyable de pouvoir les observer d'aussi près. Et puis, prenez votre appareil, prenez des photos ou sortez votre téléphone. Prenez une tonne de photos, ça fait des souvenirs ensuite sur lesquels tu retombes 5, 10, 15 ans, 20 ans après. Tu t'en souviens tout le temps, quoi. Donc, si vous avez l'occasion, en tout cas, profitez. On aura le temps d'en reparler d'ici là, du pesage. Ah oui. Non, non, mais c'est trop bien. Voilà, ça va bientôt être lancé, là, voilà, cette semaine du Mans. En tout cas, ce week-end, il y a l'IMSA avec Détroit, et puis les 24 heures du Nürburgring, hein, évidemment. Peut-être qu'on fera un petit retour. Bon, on n'aura Ouais. pas trop le temps avec Le Mans, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les 24 heures du Nürburgring aussi, parce que je pense que ça va être une belle édition à suivre attentivement. Bon, ben voilà, merci beaucoup encore, hein, Geoffroy, de m'accompagner. Eh ben, merci à toi de me guider. Voilà, en tant qu'acolyte. Voilà. Les acolytes sont là et les auditeurs aussi. Merci à vous toutes et tous en tout cas. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à donner aussi la bonne parole autour de vous et à partager comme vous le faites. Et puis mettre voilà, 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Non pas qu'on aime bien les étoiles, mais parce que a priori ça aide à se faire mieux référencer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de vous solliciter. Bon, c'était un épisode bien complet en fait. Moi je pensais qu'on allait faire 30-40 minutes, on a fait 1 heure. Et ben c'est parfait Voilà. sur l'IMSA. Voilà, c'est toujours un beau championnat. Et donc on a hâte encore une fois de vous guider sur cette saison 2024. On ne fait pas des résumés à chaque fois qu'il y a une course d'IMSA, mais voilà, on se disait que c'était un bon moment pour faire un petit récap de la saison. Puis il y aura les 6 heures de Watkins Glen que j'aurai le plaisir de commenter aussi. Donc voilà, ça va être assez intéressant cette période-là. De toute façon, le mois de mai, le mois de juin, juillet, c'est Ouais, toujours souvent chargé. ouais, chargé et top. On aime ces périodes-là. Merci beaucoup, Geoffroy. Et puis bonne journée, bonne fin de semaine. Et vivement la semaine prochaine pour qu'on décortique cette fameuse liste des 24 heures du Mans, quand même. Allez, eh ben, bonne semaine. Salut à tous. Et évidemment, comme vous le savez, si vous voulez continuer de faire partie du club, de cet Endurance Club, une seule adresse, ici même, sur les plateformes de podcast, sur le site endurancemag.fr. Toutes les semaines donc, on se donne rendez-vous avec Geoffroy. Salut à tous.